Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau hors-série de 28 minutes. Bonsoir, étincelante assemblée cosmique. Mary, au sommaire, comme tous les soirs de cette semaine, un grand entretien avec un témoin clé de l'année 2025. Et il s'agit ce soir d'une scientifique de premier plan, l'astrophysicienne Françoise Combe, présidente de l'Académie des sciences, spécialiste de physique galactique, la formation et l'évolution des galaxies, qui serait au nombre de 2000 milliards dans l'univers, vertige. Nous prendrons avec elle les dernières nouvelles des étoiles, découvertes récentes d'une exoplanète potentiellement habitable, simulation de la Voie lactée grâce à l'intelligence artificielle, et puis on évoquera les assauts incessants et furieux de l'administration Trump contre la science et la recherche. My friends, science is in the national interest. Censoring science is not. Together we can and we must stand up for science. Thank you. Faut-il accueillir encore plus de réfugiés scientifiques américains? En tout cas, il faut encourager les plus jeunes à s'émerveiller et à lever les yeux vers le doux froufrou des étoiles. Il faut promouvoir la vulgarisation et nous en parlerons avec Françoise Combe et avec Bill François, un biophysicien, un écrivain, l'éloquence de la sardine, et précisément un vulgarisateur ultra populaire qui se double d'un pêcheur à la ligne qui a sorti un silure de 2,17 m de la Seine en mai dernier. Ce silure a fait le tour du monde. Ce sera un riche dialogue intergénérationnel en vue. On vous retrouvera enfin Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour votre bilan de l'année 2025 à tous les deux. Bah oui, Elisabeth, vous l'avez remarqué, il est de plus en plus difficile de trouver des boîtes aux lettres. Ça va être compliqué pour poster les cartes de vœux. La Poste en a supprimé des milliers depuis le début de l'année, particulièrement dans les campagnes. Alors vous connaissez la petite Poste, les premières boîtes aux lettres. Je vais vous affranchir. Et vous, Marie ? Moi, je vais vous emmener tout au fond de la mer Baltique pour nager avec des poissons qui ont élu domicile dans un vieux cimetière d'armes nazies. Un spectacle incroyable. Incroyable. À tout à l'heure donc, mais pour commencer, place à la titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie du Collège de France, Françoise Combe. Bonsoir Françoise Combe. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Je ne vous les présente pas, vous les connaissez, vous étiez avec nous il y a un an à peine. Françoise Combe, on est le 31 décembre. Il paraît qu'il y a une activité intense de météores et d'étoiles filantes. Est-ce que vous allez ou vous avez observé les Ursidés ou encore ces étoiles filantes des Quadrantides ? Ah oui, c'est la période. Hein, c'est la période oui. Bien que les plus grands feux d'artifice de météorites, c'est plutôt au mois d'août. D'accord. Les Perséides, etc. Mais il y en a en hiver aussi. Et comme la nuit est plus grande, c'est mieux pour les observer. Voilà, avis aux amateurs. Votre profil idéal, Françoise Combe, et puis on vous retrouve juste après. Ce profil idéal est réalisé par l'astéroïde Olivier Boucreux. Depuis votre naissance en 1952, l'univers n'a cessé de se dévoiler. Pour avoir accompagné chacune de ces révolutions, vous avez, Françoise Combe, le profil idéal. Fille de militaire, enfance voyageuse entre la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et l'Algérie, partout le même repère, le ciel. Au moment d'Apollo 11, elle avait 16 ans. Je regardais chez ma grand-mère la télévision en noir et blanc. Et tout le monde était autour du poste. C'était quand même faramineux. C'était assez remarquable, fantastique, magique. À l'école normale dans les années 70, vous choisissez d'abord la physique avant de croiser Évry Schatzmann, figure fondatrice de l'astrophysique française. Alors les ovnis, est-ce que ça existe, oui ou non ? Eh bien, vous savez, moi, j'ai là-dessus le point de vue général des astronomes, c'est-à-dire il n'y a pas de fait avéré. Le Big Bang s'impose, les ordinateurs ouvrent la voie à la modélisation, les premières cartes de galaxies se dessinent et vous entrez à votre tour dans cette jeune science, la cosmologie. En 1977, sur un télescope d'Arizona, vous détectez du monoxyde de carbone dans la galaxie d'Andromède, clé de la naissance des étoiles. À cette époque, on commence à soupçonner l'existence d'une matière noire. Vos travaux en révèlent les effets dans la rotation des galaxies. Les années 90 apportent un autre vertige, celui de l'énergie noire, force d'expansion de l'univers. Vous en suivez la piste tout en étudiant les collisions et la formation des grands ensembles cosmiques. On a découvert en 95 une première planète extrasolaire, c'est en dehors de notre système solaire. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir la 351e En 15 ans. planète en 15 ans. Puis viennent les années 2000, Hubble, les exoplanètes, les ondes gravitationnelles. En tant que chercheuse au CNRS, vous participez au programme qui cartographie l'univers pour comprendre sa structure invisible. Professeur émérite au Collège de France, vous poursuivez cette exploration du ciel dans Petite Histoire de la cosmologie. En 2025, c'est tout logiquement que vous avez pris la présidence de l'Académie des sciences. Et puisque chaque découverte repousse un peu plus l'horizon, vous rappelez que l'univers reste plein de mystères. Et c'est ce qui le rend passionnant.
Non mais c'est dément, une carrière démente, Françoise Combe. Oui, vous avez fait paraître la petite histoire de la cosmologie, et avec cette interrogation qui vous hante, vous et les astrophysiciens, pourquoi il y a 13,8 milliards d'années, quand l'univers s'est formé, la matière et l'antimatière se sont pas annulées et il y aura eu le néant? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? C'est encore une question ouverte, en fait. Parce que normalement, on n'a pas encore trouvé d'asymétrie entre matière et antimatière. Donc il devrait y avoir, pendant le Big Bang, création de matière-antimatière avec égale quantité. Et donc on devrait s'annihiler, ne plus exister quoi que ce soit, que de l'énergie. On ne devrait pas être là aujourd'hui. On ne devrait pas être là. Alors pourquoi il y a eu... Alors il y a eu un petit excès de matière sur antimatière, mais 1 milliardième. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais on est obligé de le supposer. Bientôt, on le saura peut-être quand on aura les grands accélérateurs qui permettront de comprendre un peu plus la matière que ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'horizon 2030-2040 ? Oui. Oui. Alors Françoise Combe, selon l'astrophysicien Carl Sagan, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Est-ce que notre ancêtre commun, finalement, c'est une étoile? Ah oui, bien sûr, même plusieurs étoiles, en fait, je dirais, parce qu'il y a un mélange dans le gaz interstellaire de plusieurs supernovées qui rejettent leurs éléments qu'ils ont formés dans leur cœur. Donc hélium, mais au-delà de l'hélium, les carbones, azote, oxygène dont nous sommes faits. Et donc je pense que le Soleil, quand il s'est formé avec des voisins. Aujourd'hui, nous sommes seuls. En fait, ils ont migré, ils sont partis, etc. Donc aujourd'hui, on est seuls. La plus proche, c'est 4 années-lumière. Mais quand il s'est formé, on avait un petit amas d'étoiles autour. Donc elles sont explosées en supernovae et plusieurs étoiles nous ont donné des éléments lourds et ils sont formés le système solaire avec nous, la Terre, etc. À l'aboutissement. Et cette théorie des astrophysiciens qui disent qu'il y a 3 milliards 800 millions d'années, il y a eu des pluies de météorites sur la Terre et ça correspond au moment où la vie a commencé à surgir. Donc effectivement, le calcium de nos os, l'oxygène de notre sang, ça vient de là, ça vient de l'espace. Alors les météorites, ça vient de la formation du système solaire qui était plein de petits cailloux. Et puis les cailloux collisionnés, etc. Et c'est pour ça qu'on voit des cratères sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère, donc ça n'a pas pu être nettoyé. Donc, vous voyez, tous ces cratères, ça veut dire qu'il y a plein de petites planétésimes, c'est-à-dire petites planètes en formation, qui ensuite se sont agglomérées, ont formé les planètes. Alors quand il y a l'atmosphère, on ne voit plus les cratères. Juste une question, ça nous taraude. Quand vous étiez petite, vous avez vécu dans différents pays, sur différents continents, vous regardiez le ciel, il y avait déjà ça en vous, cette quête... Mais non, en fait, curieusement, comme certains collègues le faisaient dans leur jardin, ils avaient un petit télescope. Moi, je n'avais pas encore eu l'idée de regarder le ciel. Je regardais comme tout le monde, mais je n'avais pas la vocation d'être astrophysicienne. C'était la physique plutôt. Puis ensuite, j'ai choisi l'astrophysique. C'est ça, vous avez choisi votre voie. Alors, on va évoquer plusieurs découvertes ou plusieurs accélérations de la science et de la recherche dans le cadre notamment de la cosmologie ou de l'astrophysique. Et là, vous nous parlez de la planète de l'année. Ah oui, parce que le 23 octobre dernier, Françoise Combe, on apprenait l'existence de l'exoplanète dénommée GJ 251c. Elle est située à 18 années-lumière de la Terre et elle pourrait être potentiellement habitable. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, donc c'est pas tout près. La plupart des exoplanètes sont des mondes totalement inhospitaliers, mais GJ 251c donc pourrait sortir du lot. Est-ce qu'une telle découverte, c'est monnaie courante ou pas en astrophysique? Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup qui sont habitables. D'accord. Ah oui. Donc on a découvert 6000 exoplanètes autour du Soleil. Peut-être dans la galaxie, il y en a des milliards. Dans la nôtre? Oui, dans la galaxie, la Voie lactée, parce qu'il y a 300 milliards d'étoiles, mais il y a plus de planètes que d'étoiles. Donc sans doute 300 milliards de planètes au moins. Habitables par des humains? Alors habitables peut-être moins, 1 sur 10 peut-être. Donc ça va faire 1 milliard d'habitables. Oui, mais à quelle distance? Voilà, à quelle le rayon de la distance galaxie fait 50 000 années-lumière, donc c'est loin. C'est pour ça qu'on a vu que les 6000 très proches. Les 6000 exoplanètes qui ont été donc confirmées. Mais l'habitabilité, c'est quoi? C'est l'eau liquide et puis c'est les briques de la vie? Voilà, il faut qu'elle soit à la distance de son étoile pour que l'eau ne soit pas évaporée ou gelée. Donc cette distance, mais ça ne suffit pas. Alors on est en train de regarder avec le télescope James Webb, qui regarde dans l'infrarouge, donc des raies qui sont des raies d'ozone, oxygène, etc. Et on voudrait, lorsque la planète passe devant l'étoile, donc c'est un transit, on aimerait regarder par absorption l'atmosphère. Donc on recherche cela avec le James Webb et peut-être qu'on va en trouver
qui auront beaucoup d'atmosphère. Celles qui étaient proches et qu'on espérait beaucoup trouver d'atmosphère, on n'en a pas vu, mais il y en a d'autres qu'on va avoir. Benjamin évoquait tout à l'heure Carl Sagan qui disait à propos de la vie extraterrestre, puisque eux la cherchent avec son institut SETI qui est en Californie, lui est mort, il disait l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Exactement, à propos de la vie extraterrestre. Tout à fait raison. Vous êtes d'accord avec lui et vous pensez que c'est quoi les proportions statistiquement? Il y a une chance qu'il y ait une vie extraterrestre? Ah oui, certainement, parce qu'on a demi-milliard et des milliards. Donc fatalement, on n'est pas les seuls. Ce serait un peu présomptueux de penser qu'on soit les seuls. Par contre, en fait, on cherchait, le SETI, la recherche de vie extraterrestre, autrefois, on envoyait des signaux partout. Oui. Maintenant qu'on a des exoplanètes qui peuvent être habitables, on focalise l'émission vers ces planètes. Alors, c'est beaucoup plus efficace, parce qu'avant, on cherchait vraiment dans le vide. Alors, on va évoquer avec vous, Françoise Combe, et avec Anna, une nouvelle carte qui a été créée pour permettre aux extraterrestres, éventuels, mais ils existent certainement, de trouver notre planète. Oui, alors c'est vrai que je ne sais pas personnellement si les extraterrestres existent, mais en tout cas, la NASA avait tout prévu dans les années 70 pour qu'ils puissent nous contacter. Regardez, nous sommes en 1971, la sonde Pioneer 10 est sur le point de s'envoler pour explorer le système solaire. Et l'astronome Carl Sagan, dont on vient de parler, tient absolument à ce qu'elle porte un message de salutation de l'humanité. Il crée donc, avec son ami Frank Drake, une carte galactique avec l'emplacement précis de la Terre dans l'espace. Et puis, vous voyez la représentation d'humains pour dire « coucou, c'est nous ». Ce dessin, il est codé dans les branches de cet astéroïde. C'est assez technique, mais il faut imaginer que c'est l'équivalent de coordonnées GPS. Le problème, c'est qu'avec le temps, eh bien, ces coordonnées deviennent obsolètes. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les extraterrestres auraient beaucoup de mal à nous trouver. C'est un petit peu comme si vous mettiez dans votre GPS destination Clermont-Ferrand et puis qu'en fait, vous arrivez à New Delhi. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, la fille de Frank Drake a réactualisé cette carte avec l'aide d'un astronome et ils y ont rajouté des nouvelles informations de géolocalisation beaucoup plus précises, ce qui devrait permettre, soyez rassurés, que les extraterrestres nous trouvent pendant encore des milliards d'années. Alors Françoise Combe, comment est-ce que vous expliquez ce besoin presque existentiel de tout temps, déjà de chercher à savoir s'il y a de la vie ailleurs, mais aussi, nous, de leur manifester notre présence? Oui, je pense qu'on aimerait communiquer avec ces extraterrestres. Donc peut-être, plutôt que d'envoyer un message qui va très lentement, il vaut mieux à la vitesse de la lumière, qui va 300 000 km par seconde, c'est beaucoup plus rapide que ça. Et donc c'est ça qu'on envoie des signaux radio et qui peuvent aller au-delà du système solaire, parce que ça n'ira que dans le système solaire. On ne va pas très loin. Oui, jusqu'à Saturne. On sait qu'il n'y aura pas d'extraterrestres dans le système solaire. Par contre, là, on essaie d'envoyer des signaux radio et puis essayer peut-être de converser si on trouve quelqu'un qui nous envoie des signaux. Mais bon, si la planète est à 100 années-lumière, il faut attendre quand même 100 ans. Mais c'est un des objectifs de votre discipline, de votre travail personnel Moi, je ne travaille pas sur les exoplanètes. Donc, je suis dans la cosmologie et les galaxies. Mais en effet, mes collègues qui travaillent sur les exoplanètes ou qui recherchent, ce serait quand même fantastique si on pouvait trouver un signal. D'ailleurs, on croyait l'avoir revu lorsque Jocelyn Bell a découvert les pulsars en 1964-67. Et elle avait des signaux, parce que le pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne très vite. Et elle envoie un signal à chaque tour, comme un phare. Et donc, ils voyaient des bip, 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 bip. Ça y est, c'est des petits hommes verts. Non, pas encore. Et non. Et raté. Oui, votre spécialité n'est pas les exoplanètes, c'est, entre autres, la matière noire et les trous noirs. Voilà, les trous noirs. Alors, les trous noirs, il y en a beaucoup aussi dans la Voie lactée. Il y en a peut-être des milliards aussi. Parce que chaque étoile massive en fin de vie peut devenir un trou noir. Bon, il y en a beaucoup qui tournent autour de nous. C'est pas très dangereux. Déjà. Alors, un trou noir, c'est quelque chose de compact. Donc, une étoile en fin de vie, elle n'a plus de combustible. Donc, elle s'écrase sur elle-même et ça devient tellement écrasé qu'on ne peut plus contenir la gravité. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup plus qu'1 milliard de tonnes par centimètre cube. Hein. Ah oui. Françoise Combe, on va s'intéresser à des objets célestes observés par les astrophysiciens et il y a notamment les comètes, évidemment, notamment la comète de Halley qui nous a rendu visite pour la dernière fois en 86. C'est notre archive. C'est aujourd'hui à l'astronomie soviétique de nous offrir un véritable déshabillage électronique de la comète de Halley. Des photos qui mettent 9 minutes pour parvenir jusqu'à nous. Des images d'une qualité exceptionnelle, filmées à seulement 7 millions de kilomètres du noyau de ce gros morceau de glace sale, vestige non pollué de la naissance du système solaire. Les astronomes de l'Institut cosmique de Moscou vont maintenant analyser ces photos électroniques en fausses couleurs, mais aussi une moisson d'informations transmises par l'appareillage de bord de Vega.
Dites, on a fait des progrès énormes là. On voit que c'était quand même assez rudimentaire, non? Ils font sur l'écran. Une image sur l'écran. C'est oui. les télescopes, c'est notamment celui de James Webb qui a tout révolutionné ou pas? Oui, le James Webb a apporté beaucoup de choses parce que, en fait, nous sommes dans l'infrarouge très loin. Le télescope spatial Hubble, qui était le précédent, bon, il était plus petit, 2 mètres au lieu de 6 mètres déjà, mais ensuite il s'arrêtait à l'infrarouge très proche. Or, quand il y a une expansion de l'univers, les galaxies lointaines, elles sont décalées vers le rouge. Donc il fallait regarder, si on voulait regarder comment se sont formées les galaxies, très loin de nous, près du Big Bang. Et là, on a observé, avec le James Webb, des galaxies massives. Très tôt dans l'univers, on ne s'y attendait pas. Ouais. Et donc, il faut refaire nos modèles de formation de galaxies. Et l'idée, c'est de remonter le plus loin dans le passé, puisque, d'une certaine façon, vous êtes astrophysicienne, mais vous faites de l'archéologie. Exactement. Regarder dans le cosmos, c'est regarder le passé. L'idée, c'est de remonter à la première étoile. Voilà, la première galaxie. Avec le James Webb, par exemple, première galaxie. Galaxie, parce qu'en fait, une étoile, c'est dur. Ouais. Une galaxie, et en effet, on remonte à 200 millions par rapport à 13,8 milliards. C'est quand même très, très proche. C'est rien. C'est l'aube. Voilà, c'est l'aube. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. On a entendu parler récemment d'une Française, Héloïse Stévens, qui est astrophysicienne, qui travaille à Oxford et qui a créé un assistant virtuel qui filtre les signaux cosmiques, ce qui donne du temps et ce qui permet aux gens qui observent le cosmos de gagner beaucoup de temps grâce à cet assistant virtuel. Vous êtes favorable à ça? Il y a beaucoup d'avancées grâce à l'IA. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle parce que du temps de Hubble, il y avait peut-être 100 galaxies à regarder. Ouais. Maintenant, on en est à des millions et des milliards. On a lancé un satellite Euclide, l'Europe a lancé Euclide en 2023. Et donc, on va avoir, au bout de 2 ans, 3 ans, on va avoir 11 milliards de galaxies. Et donc là, si on n'avait pas l'intelligence artificielle pour nous dire où elles sont déjà, parce que c'est des petits points dans le ciel, il faut d'abord savoir où elles sont, les classifier, et tout ça est fait par l'intelligence artificielle, les algorithmes comme celui-là. C'est ça. Alors, vous faites débuter votre petite histoire de la cosmologie au Paléolithique supérieur, dans les grottes de Lascaux et Chauvet. Alors, en quoi nos lointains ancêtres furent pour vous les premiers astronomes? Alors, en effet, ils ont des points, ils ont certains points que certains ont interprétés comme le ciel étoilé. Ouais. Donc, on retrouve la distribution de certaines étoiles. Alors, c'est une interprétation, on n'est pas sûr que ce soit exactement ça que nos lointains ancêtres ont. Et ça ressemble beaucoup à des points de constellation. Aux Pléiades, selon deux des découvreurs en 2019. C'est ça, aux Pléiades. Les 7 points des Pléiades. Voilà. Et ça vous semble faire sens? Moi, je pense que ça pourrait être vrai, parce qu'en fait, les Pléiades, c'est quelque chose qui est très facile à voir avec l'œil. Dans ces temps-là, il n'y avait pas de pollution lumineuse, il y avait un ciel très pur, donc c'est possible. De ce point de vue-là, est-ce que ça vous enrage, Françoise Combe, l'abondance? Alors d'abord, le ciel transformé en poubelle avec tous ces déchets, des satellites et divers, la pollution lumineuse, de plus en plus de satellites, ceux d'Elon Musk et d'autres qui passent et qui obscurcissent le ciel, la privatisation du ciel aussi par des entreprises capitalistiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, observateurs? Voilà, on a fait un rapport à l'Académie justement sur la constellation de satellites. Et donc, on essaie de savoir exactement quel est le degré de pollution. Donc, on a regardé un petit peu quel est le danger. Et en fait, il y a quand même un effort, par exemple, de Starlink pour ne pas brouiller en fait, les observations optiques, par exemple. Parce que ces petits satellites nous gênent à la levée au coucher du soleil par les réflexions sur le satellite. Donc, ils vont peindre en noir les satellites pour ne pas voir. Donc, Elon Musk n'a pas tout faux tout le temps. Pas tout faux, parce qu'en fait, il faut quand même aussi donner la place. Ces satellites sont faits pour que tout le monde ait Internet, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait des zones blanches, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui est bien. Bien sûr. Alors, on prend conscience de plus en plus de la vulnérabilité de la planète. On l'a vu avec cette photo Blue Marble qui a été prise par l'équipage d'Apollo 17, qui avait montré pour la première fois la Terre dans sa globalité. Mais il y a des climato-sceptiques de plus en plus décomplexés, dont le président Donald Trump, qui remet lui-même en cause l'existence du réchauffement climatique sans aucun état d'âme. Écoutez. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said global cooling will kill the world. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change because that way they can't miss. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. Françoise Combe, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est assez horrible, tout ce qu'on voit outre-Atlantique en ce moment. Mais on a l'impression qu'ils sont anti-science. Il y a aussi le ministère de la Santé qui est anti-vaccin, par exemple. Oui, dirigé par Robert Kennedy Jr., qui est anti-vax de façon assurée. Il avait dit avec le vice-président J.D. Vance que finalement, l'ennemi, c'était les universités.
Ce qui est quand même incroyable quand on sait que finalement c'est de l'université que vient la recherche, l'innovation et le progrès scientifique qui va faire le progrès économique aussi d'une nation. Donc là, je pense qu'on a un exemple, c'est assez incroyable. Ils sont en train de détruire leur science alors que c'était le pays qui avait le plus de science au monde. Ils vont être dépassés par la Chine aujourd'hui. Et le fait de détruire leur science, on va évoquer dans un instant les réfugiés scientifiques, mais ça fait que les bases de données ne seront peut-être plus accessibles pour les scientifiques d'autres pays. Il y a aussi ça ? Alors, les bases de données, il y avait des miroirs un peu dans tous les pays. Voilà. On garde les bases actuellement, mais il n'y a plus de progrès sur ces bases. Donc, les bases atomiques, par exemple, on n'a pas le budget et le manpower, si je puis dire, la main-d'œuvre pour mettre à jour toutes ces bases aussi rapidement que ce que faisaient les États-Unis. Et alors, il y a une baisse des budgets. Est-ce que ça peut, au-delà de la science américaine aux États-Unis, pénaliser la science mondiale, la recherche mondiale ? Tout est pénalisé, puisqu'en fait, par exemple, sur le climat, qui est très pénalisé, on ne va pas, si on veut regarder comment les courants se développent, on ne va pas s'arrêter aux frontières. Il faut avoir toutes les données sur toute la Terre, sur la planète. Donc tout ça est arrêté et donc vraiment on s'inquiète. Et en astrophysique également. En astrophysique, on a déjà le James Webb lancé, on ne va pas nous le rattraper. Par contre, il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets qui vont être ralentis, oui, ça c'est clair. Alors, on va évoquer avec vous cette notion d'asile scientifique offert par la France à des scientifiques américains. Oui, une trentaine de scientifiques étrangers de renom devraient traverser l'Atlantique et poser leurs valises prochainement en France, d'ici quelques jours ou quelques semaines, grâce au programme Choose France for Science, qui avait été lancé par Emmanuel Macron il y a 6 mois. Souvenez-vous, l'État s'était alors engagé à financer la moitié de l'investissement nécessaire au recrutement de ces chercheurs exilés, mais aussi de leurs équipes et à l'achat de matériel. Et donc, ces 33 scientifiques qui sont sur le point d'arriver viennent tous exclusivement des États-Unis et ils travaillaient auparavant dans des agences et des universités très prestigieuses. On sait déjà que le numéro 3 de la NASA, Kartik Sek et Peter Fouley, l'un des plus grands spécialistes, on le voit ici, au monde des feux de forêt, sont attendus à l'université Aix-Marseille et que David Fidock, un grand professeur d'immunologie, va lui atterrir à l'Institut Pasteur. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une chance, une aubaine pour nous, Français, d'accueillir ces Moi, scientifiques ? je fais partie aussi du comité qui, justement, tous les 15 jours, on regarde un petit peu les candidatures. Et donc, Alain Fischer est le président de ce comité, de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche. Et donc, en effet, on a vu des candidats très bons et qui ont parfois obtenu déjà un poste CNRS. Donc, parfois, il y en a qui sont déjà là. Et je pense que c'est une chance parce qu'on les choisit, ils sont exceptionnels en général. Donc, de tous âges, il y en a qui sont post-doc et puis d'autres un peu plus seniors. Donc, à tous les âges. Hommes et femmes ? Hommes et femmes. Hommes et femmes, parce que vous êtes très vigilante par rapport à ça, il y aura un la équilibre de visibilité genre. des chercheuses femmes. Et en fait, on n'avait pas mis seulement des États-Unis. Il y en a qui peuvent venir d'ailleurs. Donc, en général, c'est surtout les États-Unis, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Et je pense qu'en effet, on a un choix exceptionnel. C'est une opportunité pour nous. Mais je pense que les autres pays européens en font beaucoup plus aussi. Parce qu'ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens. Notre problème, c'est le budget, c'est ça ? Ah oui. Notre problème. Ces personnes-là, par exemple, ont accepté de diviser leur salaire par 3 pour venir en France. Oui, c'est vrai. Et il y en a beaucoup en Angleterre. Beaucoup. L'Europe a aussi fait un effort. Il y a Choose Europe aussi. L'Allemagne et d'autres pays. Mais c'est vrai que la France en fait à la mesure de son budget, qui est déjà bien réduit. Vous savez que le budget de la recherche souffre beaucoup en ce moment. Donc on a fait justement à l'Académie une tribune pour essayer d'alerter sur ce budget qui est très en diminution. Et notamment, par exemple, il y avait en 2020, M. Macron avait proposé une loi programme de recherche pour 10 ans, de 2020 à 2030. Et puis maintenant, il est arrêté. Alors, est-ce que vous êtes favorable à un statut de réfugié scientifique pour aller plus loin justement dans cet accueil ? Mais c'est un petit peu ça. Ce sont des scientifiques qui ont été virés. Par exemple, Kartik Sek, vous voyez, la NASA a été viré par la NASA. Donc là, il a proposé d'aller en Europe. Et moi, je le connais bien, parce que j'avais travaillé avec lui aussi. Mais ils sont réfugiés scientifiques, en quelque sorte. Mais ils le prennent bien. Ils pensent que, maintenant, ils ont été virés, ils vont aller en Europe. Et vous recevez de plus en plus de candidatures ? On en reçoit au fil de l'eau. En effet, il n'y a pas de date limite. Donc, on en reçoit. Il y a peut-être une centaine qui est arrivée, là, déjà. Ah oui. Donc, ça continue. Alors, à propos de la purge en cours aux États-Unis, qui vise les scientifiques, les chercheurs, on recevait sur ce plateau en octobre l'historien Bruno Cabane, enseignant à l'Université de l'État de l'Ohio. Il répondait à cette question: est-ce que vous pensez qu'aller à contre-courant du narratif de Donald Trump aujourd'hui, c'est risqué pour vous ?
C'est un danger évident, mais moi je ne veux même pas l'imaginer pour moi. Je n'ai pas du tout l'intention de partir. J'ai des étudiants avec qui j'ai plaisir à travailler, et je pense que nous avons des étudiants qui ont besoin de nous. J'entends aussi des gens qui repartent en Europe ou qui vont au Canada. On a un travail à faire. Et si on ne le fait pas, je trouve que c'est une véritable désertion intellectuelle. La vérité, la recherche, le travail, il est de notre côté, et non pas du côté du fanatisme. Donc ça, je ne peux pas m'y résoudre, et je ne m'y résoudrai jamais. Les mots sont forts. Hein. Oui, les mots sont forts. Ouais. Enfin, lorsqu'on est viré, on est bien obligé. Ouais. Hein. Ouais. Ce n'était pas son cas, mais lorsqu'il ne peut plus travailler du tout, il y en a qui sont vraiment virés du jour au lendemain. Ils ont viré des centaines de milliers de scientifiques. Ouais. Vous êtes pessimiste entre l'attitude de l'administration Trump par rapport aux scientifiques et par rapport aux universités, et puis les délires escapistes d'un Elon Musk et de ses amis qui considèrent qu'il faut pourquoi s'occuper de la planète Terre puisqu'on va pouvoir un jour coloniser la planète Mars et emmener les meilleurs d'entre nous sur cette planète. C'est ça, en plus? Oui, ça je ne crois pas du tout à ce qu'on puisse avoir une vie sur Mars. Hein. C'est une planète qui n'est pas du tout habitable. Il faudra un argent fou pour avoir quelques individus. C'est pas réaliste. Ça n'est pas réaliste. C'est pas réaliste du tout. On ne peut pas habiter cette planète, c'est pas possible. Et ça n'est pas scientifique, donc c'est très bien de le rappeler, en tout cas. Quel discours opposé au relativisme scientifique? Comment raconter justement la science inlassablement de manière accessible et passionnante? Voilà une réponse avec ce dialogue qui a eu lieu en 1979 entre un des grands vulgarisateurs de l'astrophysique, Hubert Reeves, et un petit marmousset coiffé comme Mireille Mathieu. Regardez. Comment les savants, les astronomes ont découvert les trous noirs, puisque l'espace, a priori, ça paraît noir, mais en fait, c'est plein de couleurs. On le voit bien par les galaxies et les images. Imaginons un mauvais génie qui, pendant la nuit prochaine, s'approche du Soleil avec de grandes mains et écrase notre Soleil. Écrase notre Soleil jusqu'au point où il n'a plus qu'une dizaine de kilomètres de rayon. Eh bien, le lendemain matin, il ferait noir. Mais le mouvement de la Terre ne serait absolument pas perturbé. Et des astronomes qui naîtraient sur la Terre après cet événement verraient que la Terre circule dans l'espace et diraient « elle semble circuler autour de rien puisque je ne vois rien ». Ils seraient donc autorisés à penser que nous tournons autour d'un trou noir. Tu vois, le trou noir ne peut pas émettre de lumière, mais il continue à avoir son champ de gravité, comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Quelque chose s'est passé. Bill François nous a rejoints à cette table, comme c'est troublant. Avec l'éloquence de la sardine pour cravate, Absolument. Puisque vous êtes un spécialiste de l'eau douce, des poissons, vous êtes aussi un pêcheur, mais vous rejetez ce que vous pêchez, vous êtes un vulgarisateur et vous êtes biophysicien. Votre doctorat portait sur quoi, Bill François? Sur les bancs de poissons, et donc la nage des poissons, et comment ils nagent collectivement, donc C'est comment, oui. comme des pelotons de cyclistes un peu. Voilà. Vous connaissiez Françoise Combe, le travail de Françoise Combe. Bien Qu'est-ce que ça vous inspire, cette passion pour la vulgarisation d'Hubert Reeves qu'on vient de voir? Ah bah c'est magnifique, ça a touché énormément de monde. Hubert Reeves, c'est une figure qui fait rêver. Puis l'espace, c'est évidemment un monde qui fait rêver. Et alors, pour vulgariser, il faut savoir raconter des histoires. C'est aussi ça que vous tentez de faire? Mais je pense que la science, c'est des histoires. Et en fait, on a séparé assez récemment, finalement, l'aspect histoire de l'aspect science, en restreignant la science à des publications scientifiques qui sont réservé à des éditeurs scientifiques, personne n'y a accès, c'est dans un cadre très structuré. Alors c'est très bien pour faire avancer la recherche de manière technique, mais c'est très mal pour la diffuser auprès du grand public. Et pourtant, quand on regarde tous les écrits scientifiques, c'est des histoires au départ. Et c'est ça que j'ai à cœur d'essayer de perpétuer. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, quand on a un fil rouge dans un livre, ça va beaucoup mieux. Enfin, comprendre. Il ne faut pas que ce soit scolaire, il faut que ce soit une histoire, en effet. Le narratif, comme on dit, est très, très important. Mais pendant longtemps, on a dit que vulgariser, c'était un peu trahir la pensée. Ça a changé, ça, quand même? Je pense que ça a changé parce qu'on arrive quand même à mettre des métaphores, des comparaisons, sans que ce soit complètement dénaturé, sans que ce soit faux. Il n'y a pas de fake news, quand même, là. Il n'y a pas de vérité alternative. Bill François évoque la nécessité aussi d'émerveiller pour que cet émerveillement conduise les gens à vouloir protéger le vivant. Ça vous semble pertinent également? Tout à fait. Donc, je pense qu'avec l'espace, on a vraiment de quoi émerveiller. Parce qu'en fait, c'est encore plus au-delà de l'imagination. En général, on découvre des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. C'est au-delà de la science-fiction. Donc, on arrive à attirer le lecteur avec la science et puis le Big Bang, la cosmologie et d'où nous venons.
Et puis ça nous ancre dans une réalité. De regarder les étoiles, on se sent encore plus sur Terre quelque part. Et c'est pareil avec regarder la biodiversité, l'océan, la rivière en bas de chez nous. C'est des choses tangibles. Et c'est aussi ça la science. C'est pas que de l'abstrait ou des choses qu'on nous enseigne à l'école pour nous faire peur quelque part. C'est aussi et avant tout des choses tangibles. C'est pourquoi le ciel est bleu, c'est pourquoi la beauté du monde est comme ci ou comme ça. Vous allez beaucoup sur le terrain, vous, Pile François. Je ne sais pas, dans la semaine, est-ce que vous allez voir ces eaux douces? Est-ce que vous essayez d'être au plus près de vos objets d'étude? Ah oui, moi, en permanence, j'ai à cœur. Déjà, pour pouvoir le raconter, je pense qu'il faut connaître ce qu'on raconte et le connaître viscéralement, vraiment de manière sensible. On vous voit pêcher dans la Seine. Et oui, mais moi je peux pas. Ah bah tiens, un silure par exemple, j'aurais pas pu. C'est lequel celui-là? Parce que vous les avez nommés, ils ont des noms. Ah bah celui-là c'est Arte, c'est celui qui avait été filmé par David Castello. Parce qu'il y a aussi Jamel. Donc il y a aussi Jamel, évidemment. Ils ont des noms, la plupart des silures en bas de chez moi. Mais c'est vrai qu'on peut pas parler d'un silure sans en avoir déjà vu un. Et toucher et observer pour comprendre ce que c'est. Un rapport charnel au vivant, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, un rapport tangible en tout cas. Quelle est la durée de vie d'un silure en fait? C'est toujours les mêmes En fait, on ne sait même pas jusqu'à combien de temps ils peuvent vivre parce que les premiers qui ont été introduits en France dans les années 60 sont probablement pour beaucoup toujours vivants. Ah bon, et donc c'est au moins largement plus d'une cinquantaine d'années, mais peut-être même 100. On ne sait pas parce que dans leur pays d'origine, dans le bassin du Danube, ils sont surpêchés, donc ils n'atteignent pas ces âges-là. On peut connaître l'âge? On peut connaître l'âge. En fait, on ne le fait pas là parce qu'il faudrait les sacrifier pour ça, étudier les otolithes, qui sont les os qu'il y a dans les oreilles, l'oreille interne. Mais on peut par contre suivre leur croissance d'une année sur l'autre et avoir une idée de l'âge. Oui. Ça, c'est un poisson qui a une quinzaine d'années, là, celui qu'on voit en image. Vous évoquiez la nécessité de donner quelque chose de charnel, de vivant, au narratif scientifique. Et peut-être que ça serait comme ça qu'on pourrait convaincre plus de femmes, Françoise Combe, de se jeter dans la science, parce que vous déplorez régulièrement, notamment dans Genre et Science, ce dernier ouvrage, le fait qu'il n'y ait que 30% de chercheuses sont des femmes seulement. Vous rappelez Marie Curie, 2 prix Nobel, mais l'Académie des sciences l'a refusé. Tous ces vieux barbons ont dit on ne veut pas d'une femme. Et il y a quand même encore un problème entre les femmes et la science. Oui, il y a des stéréotypes qui sont vraiment très ancrés. En fait, on a fait une expérience, Pauline Martineau, dans ce livre, nous montre qu'ils ont regardé les petites filles et les petits garçons qui rentrent à 6 ans en CP. Oui. Et donc, au départ, ils ont les mêmes notes en maths. Puis 4 mois plus tard, ça commence à décrocher. En fait, on se demande pourquoi. En fait, c'est les stéréotypes des professeurs, puis de l'environnement. Et comme cette étude a duré 4 ans, de 2020 à 2024, il y avait le Covid entre-temps. Lorsque les années de Covid, les filles restaient à la maison, il n'y avait plus ce problème. En fait, je pense que c'est la sociabilité, l'école. En fait, ils ont dit que peut-être le professeur ne les interrogeait pas autant que les garçons, que c'était pas fait pour elles, les maths, etc. Donc, je pense qu'il y a une influence de la société, le stéréotype, et qu'il faudrait justement combattre ces stéréotypes. Vous me parlez d'exploration concrète. Est-ce que votre rêve, c'est d'aller dans l'espace, Françoise Combe? Est-ce que ça fait partie des rêves qu'on a quand on est astrophysicienne? Certains ont envie d'aller sur Mars, même s'ils savent qu'ils ne pourront pas revenir. Certains ont envie d'y aller. Moi, c'est pas mon cas. Non, vous non. Non. Quel est le rêve ultime de la spécialiste en cosmologie, des trous noirs, de la matière noire? C'est découvrir ce que c'est que cette matière noire. En fait, ça fait des dizaines d'années qu'on attend à savoir. Qui compose l'univers pour un 25%. 25%, c'est colossal. Et 70% de l'énergie noire. On ne sait toujours pas ce que c'est non plus. Donc il y a énormément de mystères. Bill François, vous, est-ce qu'il y a un professeur ou quelqu'un, en tout cas, qui vous a fasciné et qui vous a donné envie, justement, d'aller plus loin dans la science et d'en faire votre métier aujourd'hui? Oui, j'ai eu cette chance, effectivement. Il y en a eu beaucoup. C'est vrai que l'école, en général, dégoûte de la science parce qu'on en a fait un outil de sélection sociale, que ce soit d'abord pour la réserver aux garçons et puis ensuite, c'est un peu ce qui va trier le métier et le niveau de vie qu'on aura. Donc, c'est extrêmement frustrant pour beaucoup de monde. C'est terrible d'en avoir fait ça. Mais moi, à l'inverse, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs professeurs qui m'ont vraiment donné le goût à la science, dont un professeur de physique, Monsieur Faye, en terminale, qui m'a présenté la physique, qui est une matière qu'on nous présente comme très aride et pleine d'équations et compliquée. Et en fait, il m'a montré que non, au contraire, c'était ce qui permet de tout expliquer avec les mains. Les physiciens disent avec les mains, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de calcul, juste d'intuiter et de comprendre, ça suffit. La grande énigme, ça serait quoi? Celle que vous voudriez résoudre? Pourquoi les rivières font-elles des méandres? Ça, c'est une belle énigme, mais effectivement... Apparemment, elle vous travaille. Celle-ci,
Déjà, c'est vrai que c'est encore mystérieux aujourd'hui. C'est assez fou de se dire pourquoi une rivière ne coule pas droit. Mais fait des méandres. Et ça n'a pas été... avec l'eau et l'hydrodynamique, il y a énormément d'énigmes. C'est un domaine de la physique complètement concret, mais sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Mais non seulement le pourquoi, mais aussi essayer peut-être de laisser les rivières faire des méandres, parce que c'est comme ça qu'on évite les crues et qu'on favorise la biodiversité. Absolument. Alors, on va vous soumettre une archive à tous les deux et à vous qui nous regardez. Pour aimer la science, il faut mettre la main à la pâte. C'est ce qu'on proposait aux élèves en cours de sciences nat, comme on disait, dans les années 70. Regardez jusqu'où ça allait. Alors, combien, disons, sacrifiez-vous de grenouilles tous les ans? Ce mot sacrifice m'ennuie un petit peu. Disons que nous utilisons environ entre 50 et 100 000 grenouilles par an pour ce jeu. Mais ces grenouilles sont très bien traitées et on a reçu, je vous dis, certaines lettres en disant vous incitez au sadisme et à la cruauté. Je ne sais plus quel auteur a dit on aime que ce que l'on connaît. Et il est certain qu'il y a beaucoup d'enfants, nous l'avons testé dans les écoles, qui ont utilisé la boîte de biologie, aiment plus la grenouille que de la voir sur une route ou dans un champ. Ils l'ont vue, ils l'ont disséquée, ils l'ont ouverte, ils savent ce que c'est, ils vont respecter plus une grenouille à ce moment-là. Ça existait, Bill François. On a disséqué des grenouilles, ça vous choque Ah ben non, mais moi je l'ai fait au lycée. Ah, vous l'avez fait? Peut-être les dernières générations. Les grenouilles et les souris. Les souris, c'était un peu glauque. Mais bon, finalement, on mange bien du poulet. Alors, sacrifier un animal pour la science, c'est peut-être mieux déjà que pour du poulet de mauvaise qualité. Vous l'avez fait, Françoise Combe? Ah oui, moi aussi. Hein. Tous. Passé par là aussi. On est tous passés par là. Dites, est-ce que tous les deux, vous craignez un relativisme scientifique? On en a parlé aux États-Unis. Est-ce que ça peut arriver dans notre pays? Est-ce que vous déjà, moi, j'ai peur qu'on soit déjà là. Parce qu'en fait, la science est attaquée. En fait. On n'a plus confiance aux scientifiques. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, mais peut-être les réseaux sociaux, peut-être... avant, la science avait une certaine cote. Hein. On pensait que c'était quand même l'innovation, le progrès, etc. Là, il n'est plus question de progrès, on voit de la science les côtés négatifs. En fait, il y a beaucoup de côtés positifs, il y a quelques côtés négatifs, bien sûr, mais c'est quand même là que viendra le progrès et l'économie dans notre pays. C'est quand même fondamental pour notre démocratie, je pense, quand même. Françoise Combe vient d'évoquer les réseaux sociaux qui peuvent diffuser du climato-scepticisme et justement cette défiance de la science. Mais vous, c'est votre biotope, d'une certaine façon, les réseaux sociaux, puisque vous vulgarisez grâce aux réseaux sociaux, entre autres. Donc comment est-ce que vous sentez cette espèce de paradoxe ou de... C'est un outil, ça fait partie du monde, au même titre que les livres, au même titre que la vie publique, au même titre que la politique. Ce qui m'inquiète, ou plutôt parce que c'est plus un constat qu'une inquiétude, c'est de voir que c'est beaucoup utilisé aussi par des semeurs de doute. Et c'est pas seulement les gens spontanément, le complotiste du coin qui va commenter, c'est plus orchestré par toutes sortes de lobbies. On le voit dès qu'il y a une décision politique à prendre, comme la loi du plomb précédemment, comme les quotas de pêche qui sont négociés chaque année. À chaque fois, on a des lobbies qui sèment du doute en sortant certaines études vues sous un angle très précis et en essayant de faire du relativisme comme ça. Et c'est là que c'est assez inquiétant, je trouve. Eh bien, merci à tous les deux. Vive la science, faite et transmise par des scientifiques passionnés comme vous, Bill François. Eau douce, superbe photo et très joli texte sur ce qui vous fascine, les méandres et l'eau douce tout autour du monde. Et Françoise Combe, petite histoire de la cosmologie par une grande scientifique, et puis genre et sciences chez Odile Jacob. Merci infiniment d'avoir passé votre pré-réveillon du 31 décembre avec nous. On ne veut pas savoir ce que vous allez faire maintenant. Dans un instant, bilan des tendances 2025 avec Xavier Maudieu et Marie Bonissou. On évoquera la disparition des boîtes aux lettres en France et on évoquera un merveilleux sanctuaire marin dans le lieu le plus inattendu d'Allemagne. Mais d'abord, le prince sans rire, le philosophe de comptoir qu'on aime tant, Benoît Forgeard, qui rencontre un Piaf et dit « il le sauve ». Bonsoir Elisabeth. Parce que rien n'est plus touchant qu'un témoignage authentique, laissez-moi vous conter cette aventure de rien qui m'est arrivée pour de vrai. L'autre matin, un choc à la fenêtre. Natacha m'appelle à l'aide. Un petit oiseau vient de se cogner contre la vitre du salon et agonise sur notre balcon. L'aile brisée, la patte en vrac, il tourne sur lui-même dans la flaque à la manière d'un danseur de breakdance, la maîtrise en moins, la douleur en plus. Ce si petit pinson, néanmoins, je le prends dans ma main. Je sens aussitôt un bon feeling, comme on dit. Dans la situation qui est la nôtre, il a plus à attendre de moi que l'inverse, mais est-ce si sûr ? Sous le regard de Natacha, n'ayant d'autre option que la droiture, j'envisage un instant de rendre service à ce pauvre animal en lui brisant le cou d'un geste sec.
Heureusement, le courage me fait défaut, je pose l'ami dans une plante et me précipite sur Internet. L'intelligence artificielle, impeccable de sang-froid, me recommande de lui faire un abri dans une boîte en carton tapissée de papier toilette et me refile un numéro. J'obtiens aussitôt un spécialiste qui me réclame une photo de la situation, et ben la voici. Il se montre rassurant, ce spécialiste me suggère d'attendre 1 heure avant de mettre l'oiseau dehors. Si à midi il n'est toujours pas retourné à son nid de ses propres ailes, alors, m'indique-t-il mystérieux, nous procéderons à une prise en charge. Une prise en charge d'un oiseau plus petit qu'un pain au chocolat ? Quel beau pays parfois que la France, où 2 inconnus sont capables de se mobiliser pour une cause aussi peu profitable à leur carrière. À peine avais-je raccroché que le roitelet, car c'était en fait un roitelet, était reparti, sans un merci évidemment, je n'en attendais pas tant, quand bien même ça m'aurait fait plaisir. Ce soir, je pense à toi. Peut-être es-tu en train de raconter ton histoire de ton côté, comme je la raconte du mien. Tu expliques à tes proches incrédules que Dieu existe et qu'il porte une moustache. Tu appelles tous les oiseaux du monde à l'espérance, pourvu qu'on ne se moque pas de lui. Par ma faute, mon roitelet miraculé est en train de virer mystique. Benoît Forgeard et son roitelet UPLPO à lui tout seul. Et on vous retrouve Marie Bonisseau et Xavier pour vos chroniques de fin d'année, de toute fin d'année. C'est dramatique. Oui. 6000 boîtes aux lettres supprimées par la Poste cette année, en un an, notamment dans les campagnes. Comment on va faire pour envoyer les cartes de Toute la vœux question. Eh ben voilà. Alors vous allez revenir aux origines des bonnes vieilles boîtes jaunes avec Les boîtes aux deux lettres, fentes. C'est que c'est en 1653, Louis XIV étant roi, qu'est fondée la Petite Poste. Elle est née d'une initiative privée soutenue par le pouvoir royal. Nous la devons à un homme, il est magistrat, juriste, maître des requêtes. Il s'appelle Raynouard de Villayer. Cet homme-là constate qu'il n'est pas possible d'envoyer des lettres de Paris à Paris, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là pour envoyer une lettre ? Bon, si vous avez des domestiques, vous envoyez un domestique, mais qui ne travaille pas. Le temps qu'il va apporter la lettre, et en même temps, il est en balade. Sinon, vous payez quelqu'un, mais est-ce que la lettre va arriver ? C'est pas sûr. Dernière solution, vous y allez vous-même, mais avouez que c'est un peu complexe d'apporter soi-même la lettre, surtout si c'est une lettre d'insulte. La Poste existe déjà ou pas ? Alors oui, vous avez un système de poste, la Poste royale, avec des relais de poste, avec des bureaux de poste. C'est un système complexe pour le paiement où on regarde le poids, la distance. C'est la grande poste qui est réservée en fait aux agents de l'État, aux officiers du roi, aux grands aristocrates. Mais donc il n'y a rien dans Paris intramuros. C'est pour ça que Raynouard de Villayer se dit « Je vais inventer quelque chose, sa petite poste avec les boîtes aux lettres ». Ce sont les premières boîtes aux lettres. Il en met un peu dans tous les quartiers de Paris. Et il promet que le courrier va être ramassé, distribué 2 à 3 fois par jour par des commis qui sont, quand on y pense, les ancêtres des facteurs. Alors, pour le paiement, là, il imagine aussi quelque chose d'absolument malin. Ce sont des petits papiers, une sorte de billets sur lesquels il est écrit « port payé », la date. Vous pouvez en acheter plusieurs à l'avance et puis vous accrochez ça à votre lettre et voilà. Alors, c'est pas le timbre. Bon, c'est pas mal, l'idée, elle est là. Donc, ce qui est passionnant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un aspect social important. Désormais, ce ne sont plus les plus riches qui peuvent envoyer des lettres. C'est aussi tout le monde, vous savez, ce moment avec cette bourgeoisie lettrée qui a envie d'envoyer de la correspondance. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne dure pas bien longtemps, cette petite poste. Ça ne dure pas longtemps parce que c'est pas rentable, c'est un peu complexe. Et puis aussi parce que Raynouard de Villayer a très vite d'autres fonctions. En 1659, il devient membre de l'Académie française. Et ça, c'est la preuve ultime que cet homme-là est authentiquement un homme de lettres. Et que vous n'êtes pas timbré, cher Xavier Mauduit. Alors, Marie, une équipe de chercheurs allemands a découvert une incroyable métropole sous-marine dans un cimetière d'armes nazies. Oui, il paraît même qu'on a entendu des cris de surprise et d'étonnement quand les premières images de ce paradis grouillant sont apparues sur l'écran vidéo relié au sous-marin, alors qu'à la base, les scientifiques de cette mission s'attendaient juste à découvrir un désert totalement toxique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la baie de Lübeck. C'est tout au sud de la mer Baltique, tout au nord de l'Allemagne. Et c'est ici que, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1946 et 1948, on a mis les armes nazies sur des barges et puis on a tout simplement été les jeter par-dessus bord dans la mer. Il y a au total plus d'1,5 million de tonnes d'armes qui ont été immergées au large des côtes allemandes. On sait rarement les retrouver et tout le monde les a oubliés, ces vieux obus rouillés, jusqu'à ce que pour la première fois, une équipe de chercheurs de Francfort se dit « Mais qu'est-ce qui se passe alors quand on laisse des obus dans la mer comme ça pendant 8 décennies ?»
Donc, ils ont envoyé un sous-marin avec une caméra dans cette fameuse baie de Lübeck. Et là, stupeur, ils ont découvert que la zone était remplie d'animaux qui vivent vraiment au beau milieu des munitions. J'adore ce petit détail. Ils ont découvert plus de 40 étoiles de mer entassées sur un morceau de TNT à quelques centimètres seulement du détonateur. Et puis des crabes, des poissons, des anémones de mer, des moules. Tout un écosystème 5 fois plus peuplé que les alentours. C'est ça qui est fou. On pourrait comparer cet endroit à un récif corallien, exactement, tellement la faune est riche. Ça, c'est le chef de l'étude qui s'enthousiasme et qui en tire 2 conclusions. D'abord, 1, la vie, c'est beau. Ça s'accroche à même ce qui est censé nous détruire. Oui. Et puis 2, surtout, alors que actuellement, les océans sont de plus en plus appauvris par la pêche, le chalutage de fond, le mouillage. Alors qu'on drague le fond des mers pour aller retirer les roches, le gravier, l'argile et l'utiliser pour nos chantiers, on prend conscience que ces vieux obus, que les carcasses métalliques, comme les vieilles plateformes pétrolières, comme les épaves de bateaux, tout ça, en fait, ça devient un refuge pour la faune et la flore sous-marine. Donc, ces scientifiques allemands espèrent que leur étude va aider à démanteler en conscience ces vieilles armes toxiques et qu'on va quand même les remplacer par des structures, par exemple en béton, pour que les petits poissons gardent une grotte, si possible qu'ils n'explosent pas. Oh là là, formidable. La barbarie fait surgir la poésie, c'est génial votre truc. Merci à tous, merci de votre fidélité. Vendredi, vous retrouverez Renaud Dely. Heureux réveillon avec modération, ce qu'ils sont obligés de dire. Et nous, on se quitte avec un clin d'œil au cosmos. Kelly Watch the Stars, c'était R en 98. Tchuss.